Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Active Créa de l'idée au projet. L'objectif de cet atelier, c'est de voir et de se poser les bonnes questions sur comment construire son projet de création d'entreprise et quelles sont les étapes à respecter, à suivre pour vraiment avoir un bon déroulé dans cet objectif de création. Pour ça, il y a tout un parcours qu'on suit en tant que créateur vers cette création d'entreprise, qu'on soit seul ou à plusieurs. Ce parcours, on imagine généralement qu'il est assez linéaire et en réalité, c'est un peu beaucoup d'aléas, beaucoup de choses qu'on n'a pas prévues, d'intempéries, de montées, de hauts et de bas, que ce soit dans le parcours de développement du projet de création, mais également dans sa vie personnelle, qui sont à prendre en compte. Donc tout ça vient influencer sur les étapes de la création. Donc pour les prévoir au mieux, étant donné que on n'en a pas la connaissance à l'avance, eh bien l'objectif c'est de préparer les ingrédients comme dans une recette de cuisine à l'avance pour sa création d'entreprise. Pour ça, on suit une suite d'étapes plus ou moins logiques en fait qui s'imbriquent l'une dans l'autre dans ce projet de création, à en savoir 7: l'adéquation personne-projet, l'étude de marché, la stratégie commerciale, l'étude des besoins autour du projet, l'étude financière, l'étude juridique et enfin le financement et le lancement du projet. Donc vraiment l'objectif de suivre ces étapes, c'est à chaque fois suivre un processus de décision en fonction de tous les éléments qui sont vus au fur et à mesure. Est-ce qu'on va vers une création de l'entreprise? Est-ce qu'il y a une opportunité? Ou est-ce qu'il faut que je pivote? Est-ce qu'il faut que je revoie mon projet? Ou alors est-ce que mon projet n'est pas faisable? On commence par la première étape, l'adéquation personne-projet. L'objectif ici, c'est de se poser vraiment les questions. Est-ce que je corresponds à mon projet? Est-ce que mon projet me correspond? Donc ça dépend de différents facteurs, que ce soit les compétences, les formations acquises, l'expérience, les soutiens, qu'ils soient personnels ou professionnels, l'organisation de la vie également que l'on souhaite faire. Ça dépend de ces nombreuses variables. Par exemple, si je souhaite monter un projet de boulangerie et que je n'ai pas ma formation en CAP pâtisserie, par exemple, ça peut déjà être une première problématique. Donc, ce sont les premières choses qu'on vérifie en termes, par exemple, de formation. L'expérience, si en termes d'expérience dans le réseau, il faut être reconnu, où il faut déjà avoir bien exercé pour avoir une crédibilité et que je n'ai pas du tout d'expérience dans le domaine, ça peut également être problématique. Voilà, donc ce sont vraiment tous les facteurs, toutes les questions à se poser pour est-ce que j'ai tout le nécessaire à mon niveau? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que je suis en cohérence vraiment avec mon projet d'entreprise que je souhaite réaliser? Voilà. Une fois qu'on a passé cette première étape de se poser ces questions par rapport à nous-mêmes, on effectue toute une recherche sur ce qu'il y a autour de nous. On va s'implanter sur un marché, donc c'est important de faire cette étude de marché, envers tous les acteurs de là où on va s'implanter. Ça va impliquer de très nombreux acteurs, en premier lieu ceux qui vont être directement liés au marché, à savoir les concurrents. On a toujours deux types de concurrents, les concurrents directs et indirects. Les directs, ce sont des concurrents qui vont faire la même chose exactement que vous. Je parlais un peu plus tôt, par exemple, d'une boulangerie. Les concurrents directs, ce seront les boulangeries éventuellement dans votre secteur. Les concurrents indirects, quant à eux, peuvent faire quelque chose de différent de vous, mais vont répondre aux mêmes besoins d'un client. Par exemple, en restant sur la boulangerie, un concurrent indirect pourrait être un chef à domicile qui va faire de la pâtisserie
tout de même pour des particuliers. Il va répondre aux mêmes besoins pour les particuliers qui souhaitent manger de la pâtisserie, mais il va l'apporter d'une manière différente que la vôtre. Voilà. Donc ça, c'est les premiers acteurs. Les autres acteurs que vous avez, c'est ce qui va être relatif à votre clientèle. Sans elle, le marché n'existerait pas. Sachez que un marché existe parce qu'il y a réponse à un besoin d'une clientèle. Donc, mais pas que. Là, vous le voyez sur ce schéma, il y a clientèle et utilisateur. Ce sont deux notions à prendre en compte. La clientèle, ça va être la personne qui va payer pour votre offre, pour ce que vous voulez faire. L'utilisateur, c'est celui qui va en bénéficier. La plupart du temps, ces deux profils sont les mêmes, ils se confondent. On reste sur la boulangerie. Mon client et mon utilisateur va certainement être le même. La personne qui va venir à la boulangerie, qui va m'acheter ma pâtisserie, va certainement être la même personne qui va le consommer. Mais dans un autre cas de figure, il se pourrait que par exemple l'utilisateur, ça arrive souvent, soit un enfant à qui on va acheter des bonbons, donc il va être l'utilisateur de mon produit, mais ce n'est pas pour autant que ce sera lui le client. Le client sera ses parents qui vont lui acheter le produit. Donc en fonction de votre activité, en fonction de ce que vous faites, c'est important de vérifier s'il y a bien une distinction entre votre client et votre utilisateur. Votre client peut très bien être ce qu'on appelle en B2C, un particulier, un consommateur direct, ou un B2B, une entreprise. Sachez que ce soit un particulier ou une entreprise, ces deux profils client-utilisateur existent, donc c'est important de les identifier. Le troisième acteur du marché sont les fournisseurs. Les fournisseurs qui vous seront peut-être nécessaires pour vous fournir en matières premières, pour vous délivrer un service qui est nécessaire à votre activité. Par exemple, l'hébergement de votre site internet. Vous n'allez pas l'héberger vous-même, il sera fait par un fournisseur qui va l'héberger pour vous. Le quatrième acteur, les partenaires nécessaires à l'activité. Que ça peut être des partenaires nécessaires à l'immatriculation de votre activité, ou peut-être même si vous êtes dans une activité, imaginons indépendant en réalisation graphique, vous allez peut-être, pour compléter votre offre, vous associer avec un partenaire de réalisation de site internet, donc un web designer, pour compléter votre offre. Voilà, donc là, les partenaires, ce sont vraiment tous les acteurs extérieurs qui peuvent être amenés à travailler avec vous ou avec votre marché. Ces quatre composantes, ce sont vraiment ce qui concerne votre marché interne. Les concurrents, les clients, fournisseurs, partenaires. Le marché est également influencé par des événements qui sont encore plus globaux, à une échelle beaucoup plus globale, qu'on voit actuellement autour. On les compte au nombre de 5. Le premier, c'est l'environnement économique. Est-ce qu'il y a une croissance économique globale? Est-ce que le secteur a un bon rendement? Quel est le taux de chômage dans le secteur? Le second, c'est la technologie. Est-ce qu'il y a des progrès techniques qui font évoluer le marché, qui sont à prendre en compte? Souvent à prendre, c'est un facteur pardon, qui est souvent à prendre en compte dans le domaine industriel pour compléter et améliorer son offre, ou même dans le domaine des hautes technologies comme ce qui est de l'ordinateur et de l'ingénierie. Également l'évolution juridique avec les lois et les réglementations du secteur d'activité. Pour la boulangerie, par exemple, du côté juridique indique qu'il faut forcément un CAP pâtisserie ou une formation adaptée pour ouvrir sa boulangerie. Il peut y avoir éventuellement des évolutions dans d'autres secteurs d'activité ou même au niveau des statuts juridiques globaux, on y reviendra après dans l'étude juridique, qui sont à prendre en compte dans l'environnement. On a l'aspect écologique, maintenant, qui est un véritable enjeu à notre époque. Est-ce qu'il y a un engagement écologique, des enjeux écologiques qui sont à prendre en compte dans votre activité?
Et le dernier aspect, l'aspect social et culturel. Quelles sont les tendances, les styles de vie, les valeurs sociétales? Est-ce que mon projet s'ancre bien dans cet environnement social? Ça va être la perception surtout psychologique de votre activité et de l'environnement de votre activité. Donc ici, on revoit les aspects qu'on a détaillés un peu avant, donc vraiment l'environnement global du marché, vos concurrents, les clients, et donc ce qui est vraiment important toujours avec vos clients, c'est de bien identifier quels sont leurs besoins. Ils ont toujours des besoins auxquels il faut répondre. S'ils n'ont pas de besoins, ce ne sont pas réellement des clients et c'est qu'il n'y a pas réellement de marché. Dans ce cas-là, il y a un risque. Donc c'est vraiment important d'identifier ce besoin. Pour prendre un exemple, toujours peut-être avec la boulangerie ou le secteur de la consommation, la plupart des clients ont sûrement besoin de manger. Mais derrière, vous aurez besoin de encore plus cibler votre cible parce qu'elle a peut-être besoin de manger en moins d'une heure, parce qu'elle a besoin de manger sur un certain budget si c'est un salarié avec des tickets restaurants, etc., etc. Il y a plusieurs besoins à prendre en compte. Pour cette recherche d'informations autour de cette étude de marché, il y a plusieurs types de recherches qu'on peut mettre en place. La première étant vraiment la recherche documentaire. Cette recherche documentaire est importante pour avoir une vision globale de votre marché, du secteur d'activité et de la réglementation. Donc vous avez plusieurs lieux ressources qui existent pour obtenir ces informations. L'avantage sont des ressources gratuites pour une grande majorité. Le premier lieu est la Cité des métiers. C'est au sous-sol de la Cité des sciences et de l'industrie. Et là-bas, vous avez un pôle créer son activité qui est dédié à la création d'entreprises. L'avantage de ce lieu, c'est que vous avez accès à la fois à des conseillers d'entreprise sans rendez-vous pour du renseignement ponctuel, des fiches techniques sur la création d'entreprise, et pour ce qui est lié à votre étude de marché, à ce qu'on appelle des dossiers projecteurs qui ont été réalisés par l'agence France Entreprise et qui résument en une trentaine de pages des secteurs d'activité, justement sur les aspects réglementation, sur la clientèle, donc vraiment des études de marché condensées par domaine d'activité. Vous avez également, surtout à la BNF, dans ce qu'on appelle le pôle prisme de la BNF, d'autres documentations avec des études de marché Xerfi. Ces études de marché sont beaucoup plus complètes que les dossiers projecteurs. Ça peut faire plusieurs centaines de pages pour certaines, toujours centrées par domaine d'activité. Et ça vous donne des informations très détaillées sur votre marché. En plus de ça, vous avez d'autres lieux d'information, comme la bibliothèque du Centre Pompidou, ou encore le site de l'INSEE avec Diane ou Eurostaf, et éventuellement des organismes représentatifs du métier et de la presse professionnelle. Par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'artisanat, il est également possible d'avoir des informations dans la chambre de métier d'artisanat. Voilà pour cette première partie. Vous avez une seconde partie de cette recherche d'informations qui est vraiment de l'étude et de l'enquête terrain auprès de vos futurs clients, avec justement, j'en reparlais un peu avant, l'analyse des attentes et des besoins. Donc là, c'est vraiment l'intérêt d'aller au contact de vos clients, de leur poser des questions, faire des questionnaires, les observer, voir sur le terrain quelles sont les habitudes de vos clients et quels sont leurs besoins. Ce sera une partie de la recherche d'informations qui vous en donnera le plus d'informations sur votre marché et qui est crucial pour vérifier s'il y a réellement un besoin avéré par vos clients. Le troisième aspect, et qui est également, je vous dirais, le plus important, c'est rencontrer vos concurrents. Faites des retours d'expérience, allez discuter avec eux, essayez de découvrir les difficultés qu'ils rencontrent, leurs points forts, leurs points communs, leurs points faibles, les réalités du marché. Et si vous voyez qu'il n'y a pas possibilité d'avoir vraiment une discussion avec eux en termes de retour d'expérience, faites le client mystère,
allez vous renseigner auprès d'eux. Ils ont énormément d'informations sur comment le marché fonctionne, sur vos clients. N'hésitez pas, c'est une mine d'informations. Une fois cette étude de marché réalisée et qu'on a vraiment une vision globale de ce qu'il va y avoir autour de notre projet, on va pouvoir rentrer dans notre projet avec ce qu'on appelle le modèle économique et la stratégie commerciale. Donc ça se fait vraiment uniquement une fois que l'étude de marché est réalisée, parce que l'étude de marché avec l'étude des concurrents, des clients, des fournisseurs, des partenaires et de l'environnement autour vont vraiment nous permettre de définir comment on va faire fonctionner notre propre projet d'entreprise. Pour ça, plusieurs outils existent. Le premier, c'est ce qu'on appelle le mix marketing. C'est vraiment la définition de comment de ce que vous allez proposer. Quel produit ou service vous allez proposer et quelle va être votre politique autour de ça. Quel va être le prix, votre politique de prix, avec la tarification, les délais, les facilités de paiement éventuelles. Comment vous allez promouvoir ce que vous faites, comment vous allez vous faire pour vous faire connaître, pour vous faire aimer, et comment vous allez faire pour faire agir vos futurs clients pour qu'ils viennent chez vous. Et le dernier aspect, la distribution. Comment vous allez distribuer votre produit ou votre service? Est-ce que vous allez le proposer sur un lieu de vente? Est-ce que vous allez faire de la prospection? Est-ce que vous allez vous rendre chez, vos clients? Par exemple, si vous êtes un consultant et que vous vous rendez dans les entreprises. Voilà, vraiment comment vous allez proposer votre offre. Il y a également un autre outil qu'on utilise au niveau de ce positionnement, au niveau de la stratégie commerciale, qui est le business model Canva, qui est abordé dans un autre atelier ici dans le cadre du dispositif Active Créa. Vous envoyez un schéma assez réduit au niveau gauche de cette diapositive. Cet outil est également très puissant pour définir votre stratégie commerciale, parce qu'en 9 cases, il vous permet de résumer le fonctionnement global de votre projet d'entreprise. Donc, quant à cette partie stratégie commerciale, ce sont vraiment les aspects à définir, et pour avoir plus de détails sur comment la réaliser, je vous conseille de vous baser sur le business model Canva ou de suivre la formation, l'atelier sur ce Canva si vous n'avez pas déjà fait. Une fois qu'on a analysé ces premiers éléments, l'adéquation personne-projet, donc vraiment la cohérence entre le projet et nous-mêmes, le marché global et notre environnement et comment on veut que ça fonctionne, on définit ce qu'on appelle l'étude des besoins. Maintenant qu'on a défini comment ça allait fonctionner pour nous, eh bien, on va avoir des besoins qu'on va devoir lister, qui vont être nécessaires pour réaliser le projet. Donc vraiment, pour le projet, de quoi ai-je donc besoin? On va avoir plusieurs types de besoins et de moyens. Les premiers, les moyens techniques. Est-ce que je vais avoir besoin de matériel, de véhicules, de local, de matières premières? Tous les besoins qui seront nécessaires à mon activité. L'important ici, c'est en premier lieu de les lister et derrière de les chiffrer. Le second type de besoin, ce sont les moyens humains. Est-ce que j'ai des salariés? Est-ce que j'ai des prestataires? Par exemple, si j'ai de la comptabilité à gérer, je vais avoir de la prestation par un expert comptable. Donc quelles compétences je vais avoir besoin, quel type de profil, quels vont être les partenaires. Et donc l'important vraiment dans cette étude des besoins, que ce soit sur les moyens techniques et humains, c'est de en faire le listing et de définir qu'est-ce qui va me coûter du temps et qu'est-ce qui va me coûter de l'argent. Une fois que
on a fait ce listing, ça nous permettra de mettre à plat derrière tous ces besoins qui nous coûtent de l'argent dans une structure de coûts et l'étude financière. On va y arriver juste après. Et tout ce qui nous coûte du temps, ça nous permettra de le définir dans un planning ou un rétro-planning de charge de travail et d'organisation du travail au sein de votre entreprise, de votre future entreprise. Arrive, une fois que vous avez fait tout ce listing de vos besoins, l'étude financière de votre projet. C'est ici une étape charnière de votre projet de création d'entreprise, parce que par le passé et toutes les étapes qu'on a fait juste avant permettent de définir la vision de votre projet d'entreprise, son organisation globale et d'avoir une bonne connaissance de l'environnement de là où vous allez vous implanter. L'étude financière va permettre de commencer à déterminer la faisabilité économique de votre projet. Pour ça, on vérifie plusieurs choses. Donc je viens de vous le dire en premier lieu, la faisabilité financière du projet. Comment on va financer vos besoins qu'on a définis avant, ceux qui vous coûtent de l'argent. Le second lieu, plus que la faisabilité, qui est encore plus important, c'est votre viabilité. Est-ce que vous allez être périn dans le temps? Est-ce que vous allez dégager un profit? Est-ce que vous allez pouvoir vous rémunérer? Est-ce que vous allez pouvoir vivre de votre activité et la développer sur plusieurs années? Et le dernier point, c'est votre équilibre financier. Faire état des encaissements et des décaissements qui varient selon les mois et vérifier est-ce que mois par mois, je suis viable et je reste dans le positif au niveau de mon compte en banque, littéralement. Donc pour commencer par le premier point, l'étude financière. On l'a dit, l'étude financière, ça permet de vérifier la faisabilité financière du projet au lancement. Ce qui est important ici, c'est de vérifier deux choses, tous nos besoins au démarrage, donc littéralement tous les éléments dont on a besoin et qui sont nécessaires pour démarrer l'activité. Donc ici, on en a plusieurs exemples, les frais d'établissement, le site internet, est-ce qu'on a un fonds de commerce et en l'occurrence un droit au bail ou un pas de porte qui serait à payer pour accéder au local? Est-ce qu'on a des frais d'ouverture de compteur? Est-ce qu'on a des travaux, des cautions, des stocks? Tous ces besoins qui sont nécessaires au lancement d'activité. En parallèle de ça, il faut également regarder les ressources qu'on aura au démarrage. Quel va être mon apport personnel? Est-ce que je vais avoir ce qu'on appelle de la love money, donc des prêts familiaux ou amicaux, ou des dons familiaux ou amicaux, des apports d'associés également? Est-ce que je vais avoir des prêts à taux zéro ou des prêts d'honneur, donc des aides à la création? Est-ce que je vais avoir du prêt bancaire? Etc. Ce qui est important dans ce plan de financement, c'est d'abord de déterminer tous les besoins, la liste des besoins et de les chiffrer. On va admettre ici, par exemple, en termes de besoins, pour démarrer mon entreprise, je vais avoir besoin de 50 000 € pour démarrer mon entreprise. Et bien derrière, en termes de ressources, il faudra que on ait 50 000 € de ressources. Et donc par exemple, si je n'apporte que 15 000 € en apport personnel, comment on fait pour avoir les 35 000 € restants? Donc là, il faudra réfléchir ici, est-ce que je fais du prêt bancaire? Est-ce que je vais demander à la famille, aux amis, etc. L'important, c'est qu'ici, on voit qu'il y a un équilibre, qu'on ait prévu les ressources nécessaires pour financer les besoins au démarrage et que on peut lancer le projet au niveau financier. Le second aspect, c'est ce qu'on a dit, la viabilité du projet. Pour ça, on met en place ce qu'on appelle un compte de résultats prévisionnel.
prévisionnel parce que forcément on n'a pas lancé le projet d'entreprise. Et ce qui est important, c'est de vérifier et d'émettre des hypothèses sur voilà le chiffre d'affaires que je pense avoir par an, avec du coup la politique de prix qu'on a mis en place dans la stratégie commerciale et le mix marketing, et le multiplier par le nombre de quantités vendues pour chaque produit ou service sur une année, et le mettre en parallèle avec les charges qu'on va avoir. Est-ce que je vais avoir d'achat de marchandises? Est-ce que je vais avoir un loyer à payer, des téléphones à payer, mon expert comptable? Une fois que je me rémunère également, bah, ça fait des charges, d'autres charges qui peuvent être liées aux emprunts. Et l'important, c'est de voir, bah, une fois que j'ai retiré les charges à mes produits ou à mon chiffre d'affaires, quel est le résultat? Est-ce que ce résultat est positif? Est-ce que du coup, mon projet est viable sur un an? L'intérêt de ce compte de résultat derrière, c'est de le faire sur 3 ans pour qu'on voit s'il y a une croissance de l'activité, s'il y a une viabilité, une pérennité dans le temps. Généralement, ce qui se passe, c'est que la première année, on a des exonérations, on a des charges réduites. On en reparlera dans la partie aide et financement à la fin de ce diapositive. Et le souci, c'est que si on prévoit uniquement le compte de résultat sur la première année, bah, avec ces charges réduites, on peut être en positif, mais une fois qu'on arrive en deuxième année et qu'on est aux charges réelles, qui sont remises sans des exonérations, sans des aides à la création, bah, le montant des charges peut être bien plus élevé et on peut remarquer que le résultat, à ce moment-là, serait négatif. Donc l'utilité de faire ce compte de résultat prévisionnel sur 3 ans nous permet de voir une viabilité dans le temps. Et la troisième chose qu'on voit, c'est vos encaissements et décaissements mois par mois. C'est ce qu'on appelle le plan de trésorerie. On regarde vraiment, ok, mois par mois, là je fais autant de ventes, et là je vais me payer autant, je vais avoir mon loyer éventuellement à payer, donc des charges mensuelles, et on regarde combien il reste à la fin du mois. C'est important de le faire en plus du compte de résultat prévisionnel qu'on a vu juste avant. Il y a plusieurs intérêts à cela. Le premier, c'est si vous avez une activité qui a de la saisonnalité. Par exemple, vous êtes dans le domaine du tourisme, où vous faites beaucoup plus de ventes en été qu'en hiver, par exemple. Bah, il va falloir prévoir sur la période de l'hiver, est-ce que vous allez avoir assez d'argent dans vos caisses ou est-ce qu'il va y avoir assez d'encaissement pour continuer à vous payer un salaire complet ou à payer vos charges? C'est une première chose. La seconde chose, le second intérêt de ce plan de trésorerie, c'est lorsque vous commencez l'activité. Lorsque vous commencez votre activité, vous n'allez pas être tout de suite à plein régime, il va falloir du temps pour lancer la machine. Et donc même si au niveau du compte de résultat vous êtes positif à l'année, il est possible que durant les premiers mois, c'est mois 1, mois 2, mois 3, vous n'ayez pas beaucoup de clients, il n'y ait pas beaucoup de ventes qui se fassent, et que vous soyez déjà dans le négatif. Donc l'intérêt, c'est de prévoir le fait qu'on n'ait pas beaucoup de ventes les premiers mois, du coup il va peut-être falloir que je me verse pas de salaire, ou que je mette plus de trésorerie, ou plus de financement à la base, pour pouvoir survivre les premiers mois et pour pouvoir bien enclencher la machine, de sorte à ce que je sois viable et périn dans le temps, mois par mois. Ce plan de trésorerie, on le fait vraiment sur un an, la première année, parce que généralement derrière le schéma se répète si vous avez une saisonnalité, et si vous êtes, si c'est uniquement pour le lancement, bah derrière vous serez à une meilleure cadence, la machine sera déjà lancée. Donc le plan de trésorerie, on le fait uniquement la première année pour vérifier que au niveau des encaissements-décaissements, on reste bien dans le positif et qu'il y ait bien une croissance. Pour illustrer tout ce que je viens de vous dire sous forme de schéma, on peut prendre ce graphique ici. Donc le chiffre d'affaires en euros étant sur l'axe des ordonnées et le temps en axe des abscisses.
La barre rouge, ça va être vos charges, le coût généré par l'activité. Et remarque bien qu'au début de votre activité, cette courbe va être de chiffre d'affaires, ici, va être sous le montant de vos charges. Donc au début, vous n'allez pas être rentable. Donc il faut bien prévoir dans votre trésorerie éventuellement ou en versant pas de salaire que vous ne soyez pas rentable sur le début, le temps que l'activité démarre. Et donc là, on voit que cette courbe passe au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, ce qui indique une saisonnalité d'activité. Donc ce qui est important de vérifier, ce qu'on vérifie par cette trésorerie, c'est bien que pendant la période où on génère du revenu, on ait bien généré suffisamment de revenus pour qu'on puisse passer cette période où on n'en a pas assez, on perd de l'argent, on a plus de charges que de revenus, et qu'on arrive bien à survivre pour aller jusqu'au mois suivant. Voilà. Pour aller plus loin au niveau de cette étude financière, vous avez de nombreux sites qui existent pour vous conseiller et pour vous donner des conseils supplémentaires. BPI France Création, par exemple, qui est l'un des plus connus, qui est une véritable boîte à outils à la création d'entreprises. Vous avez des retours d'expérience de porteurs de projets et de créateurs d'entreprises, et vous avez beaucoup de conseils pas à pas sur votre étude financière et sur d'autres aspects de la création d'entreprise. Vous avez également tous ces autres sites ici que je ne vais pas expliquer en détail, mais qui sont également des outils supplémentaires pour vous aider dans votre étude financière. Également, vu qu'une étude financière est quand même une étape assez charnière, il est conseillé de se faire accompagner par un organisme de formation, de financement ou d'accompagnement à la création comme nous chez BGE, pour que vous ayez un retour, un regard extérieur sur votre plan financier, un regard plutôt objectif dessus, et un regard d'expert. Et donc la conclusion, c'est vraiment ce qu'on disait un peu plus tôt. Suite à l'étude financière, est-ce que mon projet est réaliste? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est rentable? Et en l'occurrence, est-ce que par exemple, si mon compte de résultat est négatif, est-ce que je m'adapte? Est-ce que je reporte? Est-ce que j'abandonne? L'intérêt de ce document, avant d'être un document pour aller chercher des financements, c'est un document de faisabilité qui est là pour vous définir des objectifs de réalisation et qui est là pour vous indiquer vraiment un peu un go, no go. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je modifie mon projet? Est-ce que je l'arrête? Voilà, c'est vraiment un outil pour vous définir des objectifs. Une fois qu'on a défini cette étude financière, qu'on a vérifié que, ok, on continue, il y a bien une faisabilité, et même souvent ça se fait en même temps, il faut qu'on fasse également une étude juridique, qui est assez importante. Elle va définir plusieurs choses dans votre projet, et elle se définit selon de nombreux critères. Quelle va être la nature de votre activité? Est-ce que vous allez créer votre projet seul ou à plusieurs? Quelle est votre situation patrimoniale? Est-ce que vous avez des biens à protéger? Quels sont vos besoins financiers par rapport à votre projet? Est-ce qu'il y a une notion de crédibilité vis-à-vis des partenaires? C'est notamment le cas lorsqu'on travaille avec des organismes publics. Par exemple, c'est assez compliqué de travailler avec des organismes publics en étant dans le statut de micro-entreprise. Elles préfèrent notamment travailler avec des sociétés dans le cadre de leur mission de rappel à projet. Un autre critère serait le régime fiscal du créateur et de l'entreprise, ce qui le choix juridique va avoir un impact sur l'entreprise, mais également sur vous en tant que porteur de projet. Il aura également un impact sur votre régime social. Et également, le dernier critère, ça va être en fonction du fonctionnement que vous souhaitez donner à l'entreprise et le risque encouru. En fonction, on l'avait dit, de votre nature d'activité, qui est l'un des premiers critères, vous allez être attaché à différents peut-être statuts et également à différents ce qu'on appelle des centres de formalité des entreprises. Ces centres de formalité,
sont nécessaires pour vous immatriculer et ce sont eux qui feront la régulation de tout ce que vous devez en termes de cotisation sociale ou de déclaration. Donc par exemple, si vous êtes en profession libérale, donc définie comme une prestation de service qui ne relève pas de l'artisanat, du commerce, de l'industrie ou de l'agriculture, on est sur des prestations intellectuelles et ça relèvera de l'URSSAF. Donc lorsque vous souhaiterez vous immatriculer, vous devrez vous rapprocher de l'URSSAF pour effectuer votre immatriculation. Et cela dépendra à chaque fois vraiment de la nature de votre activité. Si vous êtes artisan, ce sera auprès des chambres de métiers d'artisanat. Si vous êtes commerçant ou industriel, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, etc. Pour choisir son statut juridique derrière, ce qui est important, c'est de se poser vraiment plein de questions sur les critères qu'on a évoqués plus haut. Le premier, est-ce que vous risquez votre patrimoine personnel? Vous allez avoir plusieurs types d'entreprises derrière. Vous avez toujours deux types d'entreprises, les entreprises individuelles et les sociétés, qu'on définit plus généralement plus d'un côté, donc entreprise individuelle en tant que personne physique, et les sociétés en tant que personne morale. D'où personne physique et personne morale ici dans cette diapositive. Donc pour revenir sur notre première interrogation, est-ce que vous risquez votre patrimoine personnel? Lorsque vous êtes en personne physique ou du coup en entreprise individuelle, il y a une confusion de votre patrimoine professionnel et personnel. Il n'y a pas de différence entre vous et votre entreprise aux yeux de l'État. Ce qui fait que si vous avez des emprunts, des créances sur votre entreprise, on pourra saisir vos biens pour rembourser ces créances, sauf à l'exception de vos murs maintenant, suite à la loi Macron. Vous avez une possibilité de protection possible si vous faites une déclaration d'incessabilité ou d'affectation du patrimoine personnel auprès d'un notaire, mais sachez que cela vous coûtera de l'argent. En tant que personne morale, il y a une séparation des patrimoines professionnels et personnels. Et donc la responsabilité est limitée aux apports que vous allez faire lorsque vous allez créer votre entreprise. Donc si vous avez des créances au niveau de votre société, eh ben on ne pourra pas saisir vos biens. Voilà. Après, attention, le gérant a une responsabilité civile, fiscale et pénale. Et surtout en cas de caution personnelle pour l'emprunt bancaire. Si vous faites un emprunt pour votre entreprise, mais que vous êtes caution à titre personnel de cet emprunt, la banque pourra à ce moment-là saisir sur vos biens. Donc c'est un point de vigilance qu'il faut regarder. La seconde question à se poser, c'est quelles sont vos obligations en termes de formalités? Comment vous voulez, est-ce que vous voulez des formalités qui soient plutôt simples, plus ou moins compliquées? En personne physique, les formalisations et le formalisme est vraiment simplifié. Vous avez une seule démarche de création et même derrière, en fonction de votre régime social, il peut être encore plus ou moins simplifié. C'est notamment le cas de la micro-entreprise, on en parlera juste après, où le formalisme est ultra simplifié. En société et personne morale, le formalisme est beaucoup plus complexe, avec plusieurs étapes administratives nécessaires pour la création d'entreprise. On y revenait, les choix possibles, l'entreprise individuelle. Donc là, vous avez dans les personnes physiques plusieurs options. L'option micro, fiscale, sociale, donc l'option de micro-entreprise. Vous avez l'option de l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Donc c'est ce qui vous permet de vous donner une protection à votre patrimoine personnel, c'est ce qu'on expliquait un peu plus haut. Et le troisième choix qui n'est pas écrit ici, c'est d'être en entreprise individuelle au régime du réel soumis à la TVA. En tant que personne morale, on est en société, et donc là la question en termes de choix, c'est de se poser la question, est-ce que je suis une société unipersonnelle, donc je suis seul à gérer ma société, ou est-ce que nous sommes plusieurs
à la gérer. Et donc là, ça impliquera différents statuts. Ces statuts, ils sont détaillés ici. En entreprise individuelle, on en a deux, le régime de la micro-entreprise et le régime du réel. Et en société, on en a deux également, l'EURL et la SARL. Donc EURL, c'est si vous êtes seul dans votre société en tant qu'associé, SARL si vous êtes plusieurs. Et le second, la SASU ou la SAS, la SASU lorsque vous êtes seul, et la SAS lorsque vous êtes plusieurs associés dans votre entreprise. Au niveau de ces statuts, il faut se poser une question au niveau de la rémunération. En entreprise individuelle, on dit que la rémunération est subite. Vous n'avez pas le choix, il n'y a pas de distinction entre la rémunération du dirigeant et le bénéfice de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires. Donc, ce qui implique que votre rémunération sera comptée comme votre chiffre d'affaires moins vos charges, par défaut. En société, vous avez un choix sur votre rémunération, parce qu'il y a bien une distinction entre la rémunération des dirigeants et le bénéfice. Le bénéfice, c'est bien le chiffre d'affaires, moins les charges, moins votre rémunération. Et donc ça aura un impact derrière sur vos cotisations sociales et sur vos impôts. Au niveau du statut social du dirigeant, en entreprise individuelle et en EURL ou SARL, on est au régime des travailleurs non salariés. En SASU, on est au régime des travailleurs assimilés salariés. Ça implique assez peu de différence au niveau de ce régime social, à l'exception quand même d'une meilleure couverture sociale en assimilé salarié, notamment pour ce qui est de la cotisation pour la retraite. On a une meilleure couverture lorsqu'on est en travailleur assimilé salarié. Comme ce qui est indiqué en dessous, c'est assez similaire, on est au même taux en termes de remboursement de soins, il n'y a pas de différence sur les allocations familiales. Ça n'ouvre, dans tous les cas, pas de nouveaux droits pour la protection chômage au niveau de Pôle emploi. Donc si vous souhaitez avoir une protection chômage, il faut que vous cotisiez dans une caisse facultative. Et pour la retraite de base, les règles de calcul sont identiques. La différence, comme je l'ai dit, ça se fait vraiment au niveau de la retraite complémentaire qui est supérieure au niveau du travailleur assimilé salarié. Et il y a également les indemnités journalières qui sont différentes en fonction du revenu en travailleur indépendant et en fonction des 3 derniers salaires bruts au niveau du travailleur assimilé salarié. Attention, il n'y a pas de prévoyance au niveau du régime TNS, travailleur non salarié, donc peut-être prévoir une mutuelle. Vient ensuite la question des cotisations sociales. Les cotisations sociales là, varient vraiment en fonction des régimes. Donc je vais aller ici de gauche à droite. Lorsqu'on est au régime de la micro-entreprise, c'est un forfait qui est calculé en fonction de votre domaine d'activité et de votre chiffre d'affaires encaissé. Par exemple, si vous êtes dans une société de prestation de services, donc par exemple vous faites du conseil ou du consulting, vous serez à 22% de cotisation sociale qui lui va être basé sur votre chiffre d'affaires. Si vous êtes dans une société d'achat-revente, ou du moins dans une activité d'achat-revente, on ne sera qu'à 12,8% de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires toujours. Au régime du réel en entreprise individuelle, c'est ce qu'on appelle le bénéfice réel. Donc c'est votre chiffre d'affaires moins vos charges. Et ça vous prend 45% de votre bénéfice. Ça, c'est la différence majeure entre le régime du micro et le régime réel. Vos cotisations sociales se font sur votre chiffre d'affaires, tandis qu'en régime du réel, vos cotisations se font sur le bénéfice après charge. Voilà. Même chose également, on est toujours à 45%
en EURL et SARL, mais 45% sur la rémunération. Là, c'est vraiment la différence, vu qu'au régime du réel, on l'a dit, votre rémunération est subite, ça se fait sur votre bénéfice, tandis qu'en société, vous avez le choix de vous rémunérer ou non. Donc là, vous êtes bien, vous cotisez bien sur votre rémunération. Également, en SAS, SASU, vous cotisez sur votre rémunération, qui ici est bien plus supérieure, environ 82%. Donc si vous voulez toucher un salaire net de 1000 euros par mois, il faudra vous verser 1820 euros pour que vous ayez ce salaire net de 1000 euros. Cette différence se fait parce que vous êtes sur un statut social différent, donc avec une meilleure retraite complémentaire, et les indemnités journalières qui sont basées sur vos 3 derniers salaires. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure. En effet, vous avez peut-être une meilleure couverture sociale en SASU ou en SAS, mais vous avez les cotisations sociales qui sont bien plus importantes en conséquence. Vient ensuite le dernier critère, le critère de l'impôt, le critère fiscal. Lorsque vous êtes en micro-entreprise ou au régime du réel, vous êtes forcément à l'impôt sur le revenu et le taux se fait en fonction de votre foyer fiscal. Il y a une option à l'impôt sur les sociétés possible en EURL. Sachez que cette option, elle est possible uniquement pour les 5 premières années et après vous rebasculez automatiquement à l'impôt sur le revenu. Donc c'est une solution auquel il faut réfléchir et prévoir également à l'avance. Au niveau des sociétés, on a le choix possible lors de l'immatriculation. Si on souhaite être soit à l'impôt sur le revenu, soit à l'impôt sur les sociétés. Et donc l'impôt sur le revenu se fait toujours au barème. L'impôt sur les sociétés se fera vraiment en fonction de votre chiffre d'affaires, donc 15% jusqu'à 38 120 euros de bénéfices et 28% jusqu'à 500 000. Sachez que c'est un taux dégressif. On est actuellement à 28% en 2020. L'année prochaine, on sera à 26,5% et dans 2 ans à 25% d'impôt sur les sociétés, suite aux réformes du gouvernement. Sachez que lorsque vous choisissez un impôt, si vous vous mettez à l'impôt sur le revenu, vous ne pourrez plus en changer. Donc c'est important également de le prévoir à l'avance. Au niveau de tous ces statuts, vous avez une fiscalité commune. En termes de taxes, vous avez le CFE, ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. C'est une taxe qui s'appliquera sur votre lieu de travail en fonction de là où vous habitez et du nombre de mètres carrés que vous utilisez pour votre travail. Donc c'est vraiment l'équivalent d'une taxe d'habitation mais professionnelle qui sera à prendre en compte. Et vous êtes soumis au régime de la TVA à l'exception du régime de la micro-entreprise qui n'y est pas soumise. Vous avez également d'autres formes de statut juridique qui sont à prendre en compte dans votre activité parce qu'elles peuvent être plus intéressantes en fonction du fonctionnement de la couverture sociale que vous souhaitez avoir. La première, l'association. L'association présente plusieurs avantages, notamment des exonérations éventuellement fiscales, également des aides. Cette structure présente plusieurs inconvénients. La première étant que les membres du bureau ne peuvent pas se rémunérer et la direction est salariée de droit commun. Donc si vous souhaitez vous rémunérer, vous devez obligatoirement vous salarier dans votre propre entreprise. Le second, c'est le portage salarial. Alors le portage salarial, vous ne créez pas réellement votre entreprise, vous avez une relation contractuelle dans laquelle vous prenez un contrat de travail avec une entreprise de portage pour effectuer une prestation pour vous. L'avantage, c'est qu'en fait, vous avez un statut de salarié indépendant.
Ça vous permet d'avoir le statut de salarié avec les congés payés, la sécurité sociale et le droit Pôle emploi qui vont avec. Il n'y a pas de gestion administrative et comptable de votre activité, en contrepartie de frais de gestion à payer par la société de portage. Donc dans la majorité des cas, c'est environ 10% de votre chiffre d'affaires qui part en contrepartie de frais de gestion. Donc c'est à prendre en compte également. Mais c'est vous derrière qui fonctionnez indépendamment de cette entreprise, vous démarchez vos propres clients, vous fixez vos tarifs, vous fonctionnez de manière indépendante. Donc c'est assez intéressant comme type de structure lorsque vous souhaitez vraiment avoir une protection sociale forte, que vous ne souhaitez pas forcément créer une structure et agir en tant qu'indépendant. Le second type de structure sont les coopératives d'activité, qui sont assez similaires au portage salarial, parce que c'est un regroupement économique de plusieurs entrepreneurs où vous êtes considéré comme entrepreneur salarié. Donc vous avez également droit, comme dans le portage salarial, de congés payés, sécurité sociale et de droit Pôle emploi. Vous avez dans ce type de structure la différence, une mutualisation de la comptabilité et de la gestion administrative. Mais sinon, le fonctionnement est très similaire au portage salarial. L'avant-dernier type de structure sont les couveuses d'activité. Les couveuses d'activité fonctionnent par contre de manière très différente parce qu'elles ne changent pas votre statut social. L'intérêt de ces structures, c'est qu'elles vous prêtent un numéro de SIRET, donc un statut juridique, pour exercer votre activité. Donc il n'y a pas de création d'entreprise pendant la période de couveuse, ça ne change pas votre statut social. Il y a quand même, ça dépend des couveuses, là il y a indiqué qu'il n'y a pas de gestion administrative et comptable, mais certaines le font. Par exemple, notre couveuse à la BGE propose un service de gestion comptable. L'avantage de ce type de structure, c'est que vous avez également un accompagnement pour votre projet de création d'entreprise, parce que l'objectif de cette structure est de vous permettre de créer votre entreprise en finalité. Le second avantage, c'est que vous avez accès à des formations pour les futures tâches du chef d'entreprise dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc qui peuvent être des formations dans le domaine du marketing, dans le domaine du référencement sur Internet, dans le domaine financier, dans tous les aspects en tout cas qui touchent à la création d'entreprise. Voilà. Et la dernière chose, ce sont les sociétés coopératives. Donc là, il y a indiqué entreprise commerciale SARL SAS, mais ce n'est pas c'est pas leur terminaison exacte. Les sociétés coopératives, ce sont les SCOP, SCOP, ou les SIC, SCIC. Ce sont des structures coopératives où là, vous êtes associé à cette structure et vous fonctionnez en tant qu'indépendant. Donc ça ressemble au portage salarial et aux coopératives d'activité, mais là vous n'êtes pas salarié, vous êtes associé de la structure et vous détenez des parts dans cette société coopérative, mais ça vous permet d'exercer en tant qu'indépendant. Donc là je vous inviterai, si vous êtes intéressé, à vous renseigner dessus. Au niveau des formalités d'immatriculation, si vous êtes en entreprise individuelle, ça se fait auprès d'un dépôt, d'un centre de formalité des entreprises, donc qui s'appelle aussi CFE, à ne pas confondre avec la cotisation foncière des entreprises. Si vous êtes en micro-entreprise et même en entreprise individuelle au régime du réel, vous pouvez faire vos démarches en ligne sur le site indiqué guichet-entreprise.fr. En société, vous allez devoir établir vos statuts, vous constituer un capital et un dépôt des fonds en banque, publier votre immatriculation dans un journal d'annonce légale et derrière déposer les actes constitutifs de création de la société dans un centre de formalité des entreprises. Donc là, les formalités ne peuvent pas se faire en ligne, elles doivent se faire directement auprès de votre centre de formalité. Donc je vais remettre une slide qu'on avait vue un peu avant, qui est ici. Donc en fonction de votre activité, votre centre de formalité est différent. Comme on disait, si vous êtes en profession libérale à l'URSSAF, un commerçant à la CCI, etc.
Une fois que vous avez établi tout ça, qu'on a suivi toutes ces étapes, on arrive vraiment à une phase de financement et de lancement. Tout le prévisionnel est préparé, vous savez quel statut vous allez prendre, vous avez votre stratégie commerciale, vous connaissez votre environnement, vous savez que votre projet est faisable parce que vous avez fait vos plans financiers. Maintenant, il va falloir aller vers le lancement et le financement. Donc pour ça, plusieurs réseaux d'appui sont à votre service pour être bien accompagnés dans cette démarche. Donc en premier lieu, les structures d'accompagnement et les couveuses comme nous ici à la BGE, les centres de formalité et les centres ressources qui seront nécessaires à votre immatriculation, les experts et les consultants spécialisés en termes d'experts, notamment si vous êtes en société, votre expert comptable qui sera certainement nécessaire pour valider votre plan financier, les incubateurs. Là, plus de manière facultative, ce sont des structures qui vous permettent de vous aider, de vous accélérer la création de votre entreprise et de vous aider dans sa croissance. Sachez après que les incubateurs sont souvent des structures payantes. Vous avez également les structures de soutien financier, comme l'ADI, qui vous permet d'obtenir un microcrédit dans le cadre d'un lancement d'un projet d'entreprise. Et enfin, vous avez les clubs d'entraide, les clubs, les pairs. Donc, par exemple, à la Cité des Métiers, vous avez des clubs d'entrepreneurs qui existent par domaine d'activité. Par exemple, vous avez un club qui s'appelle Cuisine Plurielle, qui est pour tout ce qui est les projets autour de la gastronomie ou que ce soit de la pâtisserie, et qui propose également des locations de cuisine partagées pour démarrer son activité. Donc ça c'est un exemple, mais vous avez d'autres clubs également qui existent, je vous inviterai à vous renseigner. En termes d'aide et de financement, vous avez plusieurs aides qui existent pour alléger vos charges lorsque vous lancez votre entreprise. La plus connue est l'ACRE, qui est une aide de Pôle emploi pour alléger vos charges sociales la première année de votre création d'entreprise. Donc c'est simplement un formulaire qui est à remplir dans les 40 jours une fois que vous avez immatriculé, qui vous permet de réduire pendant un an de 50% le montant de vos cotisations sociales, ce qui est assez intéressant. Seconde aide disponible, l'ARS, qui est une aide également de Pôle emploi, qui permet, si vous avez un besoin de financer votre projet, mais que vous n'avez pas les fonds nécessaires, de prendre ce qui vous reste en droit d'allocation chômage et de les récupérer en 2 fois, une fois à la création d'entreprise et une fois 6 mois après, pour les injecter dans votre capital et votre trésorerie pour lancer votre activité. Vous avez également simplement le maintien des allocations. Si vous êtes au chômage, l'ARE, et si vous êtes sinon aux minima sociaux, l'ASS ou le RSA, qui permettent d'avoir un coussin de sécurité et un confort, donc un revenu, le temps que vous n'avez pas démarré votre activité ou le temps que la machine ne s'est pas lancée et que vous ne pouvez pas vous rémunérer de votre activité. Et vous avez éventuellement des exonérations fiscales ou des exonérations en fonction de si vous vous installez dans des zones rurales ou des zones franches urbaines. Donc là, ça dépend de votre lieu d'implantation et de votre statut. Par exemple, si vous êtes en association, il y a des exonérations fiscales qui se mettent en place. En termes de financement, là, il faudra réfléchir aux apports que vous mettez en place personnellement. Du crowdfunding, si vous en faites. Donc des plateformes participatives, vous proposez à vos futurs clients de précommander ou de faire des dons pour financer votre projet. Ça devient de plus en plus fréquent maintenant et il y a plusieurs plateformes qui existent pour ça. Je vous recommande en particulier plusieurs plateformes comme Ulule, KissKissBankBank ou Kickstarter. L'inconvénient de Kickstarter, c'est que vous devez avoir une antenne fictive créée aux États-Unis pour proposer votre crowdfunding dessus.
Vous avez également la Love Money, donc on en parlait un peu plus tôt, le prêt ou le don d'argent par vos amis, par votre famille. Des options de microcrédit auprès de l'ADI, si besoin, qui peuvent vous financer une hauteur maximum de 10 000 euros aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, ou bien des systèmes de garantie. Les garanties France Active ou BPI pour rassurer la banque, ce sont des garanties qui permettent de garantir tout simplement un prêt bancaire dans le cadre d'une création d'entreprise, qui sont assez du coup utiles, importantes. Elles sont également importantes lorsque vous faites des prêts pour éviter que vous ne soyez caution de ce prêt, caution personnelle de ce prêt. Vous avez la Banque publique d'investissement qui également finance des projets, les prêts d'honneur par France Initiative qui permettent de faire des leviers financiers pour obtenir un prêt bancaire. L'avantage de ces structures, c'est que ce sont généralement, en termes de prêts d'honneur, des prêts à taux zéro, qui vous permettent vraiment de lancer votre projet. Et si vous avez des besoins financiers très importants, il y a également le réseau Entreprendre, qui est un réseau national en France, qui finance des projets de création d'entreprise. Donc ici un résumé de la plupart des institutions dont on a parlé un peu avant. En termes de prêts et surtout prêts d'honneur à taux zéro, vous avez toutes ces structures, que ce soit Initiative France, France Active, BPI France, l'ADI ou la région. Au niveau de Paris, en l'occurrence, vous avez un acteur supplémentaire qui s'appelle Paris Initiative Entreprendre. Pour les garanties bancaires, également France Active, BPI France et au niveau de Paris qui s'est assuré par Paris Initiative Entreprendre ou PIE. Vous avez également des garanties données par l'AGFIP si vous êtes une personne en situation de handicap et qui peut vous accorder un prêt de 5 000 euros dans le cadre d'une création d'entreprise. En termes d'exonération, on en a parlé juste avant, vous avez l'ACRE pour l'exonération de vos cotisations sociales. Pour aller plus loin, donc dans ce lancement, dans cette phase de lancement, on vous a conseillé un peu plus tôt d'être accompagné. Donc ici, en l'occurrence à la BGE, on est vraiment opérateur d'accompagnement dans ce cadre et on propose un dispositif en partenariat avec la région qui s'appelle Entrepreneur Leader, qui se déroule en 3 phases. Une phase anté-création qui est vraiment là pour travailler sur toutes ces étapes de la création d'entreprise qu'on a vu, l'aspect stratégie commerciale, étape de statut juridique, plan financier. Une phase 2 qui est assurée là par PIE, par Initiative Entreprendre, pour tout ce qui est le financement de prêts d'honneur à taux zéro. Et une phase 3 qui là est assurée par nous, qui une fois que vous avez créé, on peut vous suivre sur les 3 premières années de votre création pour vous aider à lancer votre croissance et vous aider dans le lancement de votre activité. Vous avez ici sur cette slide, si vous souhaitez plus de renseignements, le numéro du standard de la BGE et si vous êtes suivi en Active Créa, je vous inviterai à vous renseigner auprès de votre conseiller BGE. On en a parlé également, l'accompagnement AGFIP, donc une subvention accompagnée d'heures de conseil, une subvention qui peut s'élever à hauteur de 5 000 euros. Les couveuses et incubateurs d'entreprise, on en a déjà parlé. Et donc si vous voulez plus de renseignements dessus, sur les couveuses, vous avez ce site internet uniondescouveuses.com et pour les incubateurs, monincubateur.com et mystartup.paris.fr. Vous pouvez également avoir des renseignements supplémentaires auprès des chambres des métiers, donc que ce soit la CCI de Paris, donc la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, ou la CMA de Paris, la Chambre des métiers d'artisanat, qui peuvent également vous accorder des rendez-vous, des formations, des conseils spécialisés lorsque vous êtes un commerçant, un industriel ou un artisan. Vous avez également les ateliers de Paris
qui est un incubateur surtout dédié au métier de la création, métier artistique, auquel vous pouvez également vous renseigner. Ils font des formations, de l'incubation et du suivi. Et vous avez les cours municipaux d'adultes qui proposent des formations notamment liées à la création d'entreprises ou d'associations sur Paris. Voilà. Vous avez également la plupart des municipalités qui bénéficient également d'un service de développement économique et c'est possible d'être reçu pour l'accompagnement de son projet de création. Donc là, je vous inviterai à vous renseigner auprès de votre municipalité ou de votre communauté d'agglomération en conséquence. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette présentation. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez eu besoin de plus d'informations sur nos autres dispositifs, je vous inviterai à vous renseigner sur notre standard ou auprès de votre conseiller. Précisez que vous avez déjà été accompagné dans le cadre de la prestation Active Créa, le cas échéant. Voilà. Et je vous remercie d'avoir suivi cet atelier et je vous souhaite une très bonne journée.